debout, ou bien Legba, le messager, voilà, qui voudrait pas marcher. Il y a une voodoo qui fait troubler les ordinateurs et c'est Legba, le messager. Il a déclenché, alors pour l'instant on est bien. Mais comment est-ce qu'on va savoir c'est quel voodoo qu'on va avec? Ça c'est toujours une question très importante. Ça veut dire, avant que vous êtes mariés, c'est sûr, si vous êtes au Dahomey, au Bénin, c'est sûr que vos parents ont été pour voir une devin, pour voir est-ce que c'est lui que vous avez choisi ou bien qui était choisi pour vous, est-ce que ça va être un mariage qui est fort. On va faire ça ce temps-là par une devin pour faire une divination avec le voodoo phare, celui qui a toute connaissance. Et aussi, par exemple, si tu es enceinte ou bien vous avez eu un enfant, dès le commencement, on va faire une divination pour voir tel ancêtre a mis du travail pour que l'enfant est né. Ça veut dire, on dit que chaque enfant est né avec l'aide d'une telle ancêtre. Souvent un homme et une femme, souvent le grand-père, grand-mère ou bien arrière-grand-père, grand-mère. Et tous les voodoos qui étaient importants dans leur vie aussi vont être importants dans la vie de l'enfant. Alors, chrétiens, musulmans ou quoi, on va faire ça pour être sûr qu'on connaît bien peut-être les chemins possibles pour cet enfant. Si l'enfant est malade, c'est sûrement qu'on va aller voir. Si on est une élève dans l'école et on voudrait des fois réussir aux examens, on peut aller voir le devin pour savoir. C'est pas seulement pour savoir si on va réussir, mais pour être sûr qu'on va réussir. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire avant de réussir. Et le devin peut dire il faut acheter tel savon qui était fait par un bokono. Et dans le savon, on peut dire je suis créative maintenant en ça, mais il faut avoir un peu de plume d'une parole, on peut dire, c'est parole, c'est ça? Perroquet. Oui. Parce que ça aide la mémoire, on peut dire les choses comme ça, un peu de savon. Ou bien, si on a vu une fille dans la rue qui est très belle et on voudrait faire sa connaissance, mais plus que ça, on voudrait que ça avance un peu. On peut aller voir le devin et on dit « je voudrais bien avoir un parfum qui va aller très bien » et comme ça, vous allez prendre ce parfum, mettre ça sur votre corps et comme ça, elle va sentir quelque chose qui est très beau en vous regardant, même si ce n'était pas pareil avant. Alors, vous voyez comment ça marche ensemble. Il y a des objets, même maintenant, qu'on fait au Dahomey. Il y en a en haut à mon gauche, à votre droite. On appelle ça les bochio. Chio est le mot pour cadavre. Bo est quelque chose de pouvoireux, ça veut dire un cadavre qui est pouvoireux. Souvent, on met ces objets-là devant la maison. Les essaims, comme on voit ici, sont surtout dans une maison, une temple spéciale. Et normalement, on ne les voit pas, sauf dans les cérémonies. Ils sont dans le Asan Hall, la maison des Assans, pour sauvegarder la mémoire des ancêtres. Mais devant, souvent, les maisons, on va voir une sculpture comme celle-ci, ou bien en haut. Et la raison pourquoi on appelle ces choses-là le bochio, le cadavre qui est pouvoireux, c'est que s'il y a des choses qui sont mauvaises, disons, les gens qui étaient les ennemis de la famille qui envoient des mauvais sorts chez vous et votre famille, vous allez mettre quelque chose comme ça devant la maison, devant la portail de la maison, et toutes les mauvaises choses qui arrivent chez vous vont aller dans ce statut. Alors, je pense que c'est ça qui est surrogate, je ne sais pas le mot en français, mais pour l'homme, pour les gens qui sont dans la maison. C'est une façon d'utiliser le pouvoir du vaudou pour se protéger. Alors, la plupart des bochio et des objets, les objets vaudou qui sont, on peut dire, dangereux, c'est une façon d'utiliser les dangers
le pouvoir dangereux pour se protéger, de protéger notre famille, le corps de soi-même ou bien du village. Ils ont une air qui est très peureux, on peut dire, mais c'est pour se sauvegarder. Et voici quelques autres, et comme des dessins qui sont vraiment très complexes et très, en même temps très faciles à lire. On a toute cette organisation de matériaux et d'idées dedans des boccios qui sont là. Ça a l'air d'être très peureux, mais c'est pour préventer les esprits dangereux ou bien des choses dangereuses d'entrer dedans. Les jumeaux, les deux têtes, ça fait semblant aux sorcières. On dit que les sorcières ont 4 yeux. Il y a des yeux on peut voir, et les autres yeux qu'on ne peut pas voir, qui voient dans les autres mondes, et ils utilisent ces pouvoirs pour faire du mal. Si vous voyez quelque chose qui est dans l'oreille, comme ça, c'est pour arrêter les mauvais mots de venir envers nous. Tous les cordons, c'est pour attraper les mauvais sorts. Ça aussi, ça va un peu avec l'esclavage, parce que c'est le même mot qu'ennuement, pour faire l'esclavage, aussi pour ajouter les cordons ici. Tout cela, ce sont les voodoos qui vont avec cette philosophie du vaudou. Et c'est pareil pour ces dessins, et chacun, surtout les anciens, sont fabuleux parce que chacun est différent une des autres, comme tous les hommes sont différents une des autres. La collection ici, c'est de loin la plus importante collection des dessins du monde. Et maintenant, on a peut-être une moitié des dessins dans cette collection. C'est beaucoup plus important que cette Metropolitan Museum. Ils ont peut-être 2, 3 comme ça. Le musée Quai Branly, ils ont peut-être 5 ou 6, mais pas de la qualité de celles qui sont ici. Et avec ça, je crois que c'est vraiment une occasion très, très, très importante. Et je vais dire aussi pour le musée Barbier-Muller, qui est bien connu parce qu'ils invitent des gens comme moi pour regarder leur collection. Et aussi pour l'utiliser comme une source de travail, de recherche. Et ça nous donne l'occasion de vraiment connaître les objets qui sont très, très importants. Et ça leur donne l'occasion d'avoir la recherche des experts qui travaillent dans ce monde. Pour mon propre histoire, je suis une historienne de l'art, et là-dedans, j'ai mon doctorat dans l'histoire de l'art, ça veut dire l'art comme on a n'importe où, mais je suis spécialisée dans les arts africains. C'est une discipline surtout qui est venue, qui a commencé aux États-Unis, et maintenant, il y avait peut-être 5 ou 6 quand j'étais à l'école, et maintenant peut-être on a 30 départements dans l'université autour des États-Unis qui se spécialisent comme historien de l'art dans l'art africain. Une moitié de mes étudiants doctorants vont dans les musées pour être conservateurs. Les autres vont dans les universités pour enseigner. L'Angleterre vient de faire le premier historien de l'art africain à Edinburgh, c'est la première en Grande-Bretagne, qui est formidable. Normalement, celles qui vont faire cette recherche et enseigner dans l'université sont des anthropologues. Alors, on a fait un changement aux États-Unis pour dire que c'est un sujet très important pour comprendre les arts, de aussi inclure les arts africains. On va voir qu'est-ce que la France va faire, si c'est possible jusqu'à maintenant, pour faire un doctorat dans les arts traditionnels de l'Afrique.
à Paris, il a fallu faire ça dans l'anthropologie et pas dans l'histoire de l'art. J'espère que ça va changer parce que je crois que c'est très important. Et on fait une différence pour dire que si vous allez en Afrique pour faire du travail, ça doit être l'anthropologie, tandis que si vous restez sur place pour regarder des archives, voilà, vous êtes une historienne de l'art. Mais si on travaille dans les arts d'Italie, c'est sûr que vous pouvez aller à Florence pour faire des recherches. Alors c'est une... mais voilà comment le monde est fait. Et ça change, qui est bon. Alors souvent, quand on va faire chez eux une collection des assins, ou bien on va à les commissions, faire les commissions, si on est quelqu'un d'importance et on a de l'argent, surtout les princes, ça veut dire les Français ont fait le colonialisme, je ne peux même pas dire en anglais, au fin du 19e siècle. Et avec ça, le roi Béhanzin était envoyé à Martinique. On a pris son fils qui était le chef de guerre à Goliadbo pour prendre sa place. Et puis on a pris tous les princes, les frères de Béhanzin et ses neveux. Les Français les ont mis comme chefs de canton dans toutes les régions d'armée. Mais en même temps, ils étaient des princes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Français ont terminé la royauté. Les Français et les royaux, ça n'accorde pas toujours dans l'histoire. Mais tous ces princes ont décidé que quand même qu'ils sont des chefs de canton, ils vont faire leur propre royaume, plus petit, mais ils vont faire. Et une des premières choses qu'ils ont fait, ils ont fait une commande d'avoir des assins qui représentent tous les autres rois dans le lignage. C'est comme si les fils de Louis XIV auront décidé de faire une cinquantaine de Versailles et d'acheter plusieurs peintres pour les autres rois qui étaient là-dedans. Alors on fait ça en groupe souvent pour chaque roi avec une tel thème. Les autres sont faits singulièrement par une personne à une quelle période après une ancêtre, une personne qui est morte. Normalement, après quelqu'un est mort, c'est surtout les hommes, mais pas toujours. On va attendre une année ou bien une année et demie. C'est du temps pour rassembler toute la famille, pour les dire, bon, il faut venir juillet 2020 et on va faire une cérémonie pour telle personne qui est morte. Il faut venir avec beaucoup d'argent et même il faut l'envoyer d'abord, il faut prendre du temps pour accumuler tout cet argent. Et puis on va arriver à avoir une cérémonie qui va durer peut-être pour 2 semaines. Et durant cette cérémonie, on va montrer la scène qu'on a fait commander. Et ici en bas, c'était une de ces cérémonies que j'ai suivies. Ça a duré 3 jours, durant la nuit et tout. Alors les noix de cola sont très bien, je peux vous dire. C'est comme le café, mais ça déroule très doucement. Et c'était à ce temps-là qu'on a montré cet assin qui était fait pour le vieux qui est mort. On le déroule quand on le monte, un peu comme celui-ci a déroulé au commencement, et maintenant plus. Mais on va aussi chanter une chanson qui va avec celui qui est mort, qui montre ce qu'il avait fait dans sa vie. Alors, une de ces assins, on peut discuter dès le bas jusqu'au fond, de tiges en fer, le noix de Iroko. Il a une chose noire qui est comme une baguette, qui normalement a du pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui vont acheter une baguette en fer, de fer cuire dans de l'eau qui est dans laquelle on a mis des choses pouvoireuses. On a les tiges. C'est pas seulement comme une arbre que ça regarde, mais aussi ça a des caractéristiques de l'homme. On peut dire le torso, on peut dire les bras,
on peut dire la manche, et on peut dire aussi les boucles d'oreilles. Ça veut dire que toutes ces choses-là, on appelle tobe, ça veut dire boucle d'oreille. Et c'est un ornement, certainement. Ça va avec des fois les artistes, mais aussi ça ajoute d'intérêt pour la question de quelle famille a fabriqué ou fait fabriquer une de ces choses. Vous voyez des gongs, ça veut dire que ça donne du prix, et quand on fait ça sortir, ça fait un son qui fait semblant que les ancêtres sont là. Ici, c'est une croix. Ça peut aller avec les chrétiens, parce que les Portugais, surtout à Ouida, ont eu des églises depuis très tôt, peut-être le XVIIe siècle. Et il y a beaucoup de ces familles qui étaient chrétiens, mais aussi le dieu du ciel, Maolissa, a comme signe le carrefour. Alors, la croix aussi, ça va avec l'idée de Maolissa. On a une croix derrière. Vous voyez un cordon ici qui vient comme ça, qui tourne. Et sur beaucoup de ces objets, il y a le corde. Ça veut dire le lignage. Ça veut dire comme le cordon ombilical, ça veut dire le lignage entre mère et enfant et dans le lignage même. Et souvent c'est complexe, des fois c'est, on a plusieurs morceaux à la fin. Qu'est-ce qu'on a encore? On a quelqu'un qui est assis sur un siège comme ça. Normalement, ces sièges sont réservés pour le roi ou bien le ministre. Il y a les sièges qui sont plus courts pour les femmes et pour les chefs. Devant lui, il a un plateau avec peut-être un poisson là-dedans, qui veut dire que peut-être lui faisait du commerce des poissons ou quoi de même. Alors, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas celui-ci. Bon, jusqu'au mi-temps, on voit le croix et les gongs. Jusqu'au mi-temps, il y a une calebasse qui est une gourde couverte. Et normalement, c'est dans les calebasses qu'on serve le repas. Ou bien le repas, ou bien des cérémonies. C'est une chose très simple, mais très importante. Et le sens du travail d'assin, ça va beaucoup avec l'idée d'une calebasse. Ça veut dire, c'est une façon de faire offrir aux ancêtres les assins. Alors, c'est pourquoi souvent, là-dedans, on a un assin. À la gauche, on a un caméléon avec une chose un disque qui fait semblant au soleil, le caméléon, et le symbole de voodoo de la lune. Alors, ça, c'est la lune et le soleil. Et même à l'autre côté, on a un caméléon avec la lune. Alors, le caméléon change de couleur, comme vous savez. Et ça va avec aussi le temps qui change de couleur de jour en nuit. Et il a une canne aussi, mais chaque assin a une façon